Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, les millions d'Evelyne Laborde. Un couple atypique, un accident mystérieux et une affaire judiciaire à rebondissement. Vendredi 7 décembre 1984. C'est un couple étonnant qui fait son entrée dans la salle des mariages de la mairie du 12e arrondissement de Paris, un grand bâtiment édifié à la fin du 19e siècle. Bruno Joussaume a 22 ans. Celle qui lui donne le bras, Evelyne Laborde, en a 61. Sous les ors de la République, à l'issue d'une courte cérémonie, les deux fiancés se disent oui. Déclarés mari et femme, ils ressortent de la mairie, satisfaits, contrairement à leurs familles respectives. Absente ce jour-là, elle voit d'un mauvais œil cette union entre un homme et une femme qui ont 39 ans d'écart. Bruno Joussaume, joli garçon aux cheveux blonds, est un enfant de la bourgeoisie. Il a grandi dans une famille composée d'un père ingénieur, d'une mère au foyer et d'un frère aîné qui suit des études de médecine. Lui ne veut pas d'une voie classique. Alors après avoir passé avec succès le concours d'entrée de Sciences Po, il décide plutôt de s'orienter vers des études de philosophie, à la Sorbonne, une filière beaucoup moins prisée et prestigieuse. Quelques mois avant son mariage, à l'été 1984, Bruno part en Palestine, puis au Liban, en mission humanitaire. Il prévoit qu'à son retour, à la rentrée, il continuera ses études, avec la certitude que d'une manière ou d'une autre, il arrivera à poursuivre aussi son engagement. C'est au retour de ce voyage, en septembre 1984, que Bruno passe quelques jours en Bretagne, hébergé par une cousine de sa mère. Elle s'appelle Evelyne. Petite, plutôt corpulente, elle est décrite comme assez portée sur la bouteille, mais aussi comme une bonne vivante, extrêmement généreuse et drôle. Evelyne est issue d'une famille qui possède un gros patrimoine et, comme Bruno, elle est très engagée. En tant qu'infirmière pas encore retraitée, elle se rend d'ailleurs régulièrement dans des quartiers difficiles de Paris pour porter secours aux toxicomanes et aux migrants qui vivent à la rue. Malgré leur différence d'âge, le contact passe bien entre eux. Bruno et Evelyne ont des valeurs communes, un idéal commun et sont tous les deux indignés par la crise humanitaire en Éthiopie. Au moment de leur rencontre, ce pays d'Afrique subit depuis quelques années une sécheresse d'une ampleur inédite et la famine commence à s'abattre sur la population. En un an, il y aura près d'1 million de morts et des centaines de milliers de déplacés. Les Éthiopiens fuiront la misère économique et la répression politique pour s'installer dans des pays limitrophes ou dans des pays occidentaux. Derrière leur projet de mariage, Bruno et Evelyne en ont un autre. Celui de transformer un petit fort qu'Evelyne possède en Bretagne en un dispensaire destiné à accueillir des orphelins éthiopiens. Mais cet objectif philanthrope ne suffit pas à redonner le sourire aux deux familles. Le père du marié, habitué à ses excentricités, ne voit pas d'un bon œil cette union avec une amie de longue date de la famille. Pour lui, elle est simplement une vieille infirmière qui vit quasi recluse dans l'un des appartements de l'immeuble dont elle est propriétaire en bordure du bassin de l'Arsenal à Paris. Elle a de surcroît tout de la vieille fille. Elle habite avec une demi-douzaine de chats, un chien bâtard et une dame de compagnie allemande, plus si jeune que ça elle non plus. Damien, dans l'immeuble où vit Evelyne, elle est perçue tout à fait différemment. On la respecte un peu plus parce que c'est d'abord la fille d'un médecin qui a fait installer au tout début des années 1900 un des tout premiers ascenseurs dans un immeuble. Donc effectivement, elle a cette réputation d'être portée sur la bouteille, on le disait, peut-être un peu alcoolique, mais tous les gens qui vivent à côté d'elle, les voisins, lui trouvent surtout un côté assez sympathique et surtout, elle a cette apparence aussi physique qui dénote un peu, elle porte toujours des tailleurs noirs, elle est coiffée à la mode d'avant-guerre. Finalement, elle, avec lui, ce petit blond tout mignon, c'est quand même un couple relativement atypique, ne serait-ce que physiquement.
Pourquoi les familles s'opposent-elles à cette union ? Elles ne s'opposent pas pour les mêmes raisons, les familles. Du côté de Bruno, c'est simplement la différence d'âge, la très grande différence d'âge qui crée le malaise et le côté un peu disruptif de ce couple. Du côté d'Evelyne, c'est un peu différent. Là, on soupçonne Bruno, le jeune Bruno, d'en vouloir surtout au patrimoine et à l'argent d'Evelyne. Donc c'est de là que viennent les difficultés. Pourtant, lorsqu'ils se marient, Bruno et Evelyne, ils se marient sous le régime de la séparation de biens. Donc ce régime de séparation de biens, ça atténue le côté Bruno, chasseur d'héritage, qui viendrait juste épouser une femme parce qu'elle est âgée et qu'elle a beaucoup d'argent. Et donc ces mariés n'ont personne à part leurs témoins le jour de la cérémonie, on l'a dit. Oui, Bruno va même être obligé de supplier son propre frère pour qu'il soit présent comme témoin. Et l'autre témoin, c'est la dame de compagnie d'Evelyne Laborde. Donc ça fait vraiment un mariage en tout petit comité, le minimum du minimum. Alors c'est tellement un mariage atypique qu'en plus le jour de la cérémonie, Evelyne et Bruno, ils ont oublié leurs alliances. Rapidement, après le mariage, les voisins d'Evelyne commencent à jaser. Pour un jeune marié, ils trouvent que Bruno n'est pas souvent là. En tout cas, les habitants de l'immeuble trouvent qu'il ne consacre pas beaucoup de temps à son épouse. C'est qu'en réalité, Bruno a une autre compagne, beaucoup plus jeune qu'Evelyne. Elle s'appelle Sophie. Elle était là avant, et surtout elle est restée dans sa vie depuis. Même si son projet de subvenir aux besoins d'une douzaine d'enfants éthiopiens se construit avec Evelyne, il n'en oublie pas pour autant Sophie, et continue à la voir régulièrement. Le jeudi 28 février 1985, à peine 3 mois après leur mariage, Bruno prend la route avec Evelyne dans sa 2 chevaux, direction les Hauts-de-Seine à Meudon. Ils rendent d'abord visite aux parents de Bruno, qui diront les avoir trouvés aussi normaux que d'habitude. Puis le couple a rendez-vous pour acheter une seconde voiture. Mais le vendeur ne les voit pas se présenter à l'horaire convenu. Vers 20h, un automobiliste qui circule dans les Hauts-de-Seine, dans la forêt de Chaville, est bloqué par un homme qui lui fait de grands signes. C'est Bruno Joussaume. Il désigne au conducteur la 2 chevaux qui est en feu, quelques mètres plus loin. La voiture a percuté un chêne et elle s'est embrasée. L'automobiliste doit empêcher Bruno Joussaume de rejoindre le véhicule. Car à l'intérieur, il y a encore Evelyne, dévorée par les flammes. Quand les pompiers arrivent sur place, ils ne peuvent que constater son décès. Son corps carbonisé gît dans la 2 chevaux. Bruno, lui, a miraculeusement survécu à ce drame et s'en sort indemne. L'enquête conclut à un accident. Mais le frère aîné de la victime, Lucien Laborde, ancien avocat, ne croit pas à cette thèse. Bruno et Evelyne se sont mariés sous le régime de la séparation des biens, mais ils ont aussi pris la peine de signer chez le notaire au mois de janvier un contrat de donation au dernier vivant, qui, au cas où Evelyne décède, fait bénéficier le veuf d'un héritage qui frise les 5 millions de francs, environ 1,5 million d'euros. Ce contrat lui permet aussi, juste après la mort de son épouse, de mettre en vente son appartement du canal de l'Arsenal, près de la place de la Bastille. Les familles qui n'ont aucune envie de se réconcilier autour du cercueil d'Evelyne Laborde insistent pour qu'il y ait 2 cérémonies. Une avec la famille de la défunte, l'autre avec son jeune mari. Lucien Laborde, le frère d'Evelyne, compte bien se battre, et le reste de la famille le suit. Déshérités, les Laborde n'acceptent pas que l'enquête ait été classée aussi rapidement. Pendant des mois, ils insistent et harcèlent le juge d'instruction pour faire rouvrir l'enquête. Ils ne demandent pas grand-chose dans un premier temps, juste une autopsie. D'Amiens, cette autopsie finit par avoir lieu. Et c'est le premier coup de théâtre parce que cette autopsie, elle va confirmer les doutes du frère, puisque Evelyne souffre en réalité d'une fracture du larynx, ce qui est en général le signe d'une strangulation, donc d'un étranglement. Et ça ne peut pas avoir de lien avec l'incendie de la voiture. A priori non, c'est surtout que ça introduit un doute, c'est que peut-être qu'avant que la voiture soit incendiée et avant qu'Evelyne Laborde décède carbonisée, elle a pu être étranglée, que justement l'incendie est venu masquer ce meurtre, voire cet assassinat. Donc, avec cette autopsie, les juges n'ont plus le choix et ils ouvrent en juin 1985 une information judiciaire contre X pour assassinat. Pour la famille d'Evelyne, c'est un élément très important contre Bruno Joussaume, mais pour la famille de Bruno, ça ne prouve pas du tout l'implication du jeune homme. Non, le père de Bruno va expliquer que son fils, il fait 1,56 m, il est plutôt frêle, là
où Evelyne Laborde le dépasse d'une bonne tête, fait 20 kilos de plus. Alors, il dit ça parce que pour lui, c'est une justification que dans une bagarre, son fils n'aurait pas eu le dessus sur Evelyne. Et puis, il va aller plus loin, il va parler également du mobile. Le mobile, il serait donc uniquement financier. Bruno aurait tué Evelyne pour mettre la main sur l'héritage, sur l'appartement, sur le patrimoine. Et là, il dit, ça tient pas non plus, puisque de toute façon, Bruno ne vient pas d'une famille pauvre. Nous, on a largement les moyens de payer pour les études et le train de vie de notre fils, donc il ne manque de rien, donc il n'a pas besoin d'aller piller l'héritage d'Evelyne. Le mardi 2 juillet 1985, 5 mois après le décès d'Evelyne, nouveau rebondissement, Lucien, son frère aîné, meurt à son tour. Oui, alors de manière totalement naturelle, mais c'était lui qui s'était accroché justement pour que l'enquête ne soit pas classée, pour qu'on investigue, pour qu'on fasse cette autopsie. Donc il meurt avant de savoir véritablement si son combat a pu avancer. Et quelques semaines après la mort de Lucien, au mois de septembre 1985, Bruno Joussaume, il est inculpé de meurtre, mais ça ne va pas du tout être la fin de cette affaire, puisque pour assister au procès de Bruno Joussaume, il va falloir encore attendre 11 ans et 9 mois. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, La 2 chevaux et les millions d'Evelyne. Suite et fin dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.